Le titre. Au terme du mois de solidarité, l'École supérieure d'ingénierie d'architecture, de l'urbanisme et ses collaborateurs ont, dans une rencontre, fait le point de leurs activités réalisées. Plus de détails dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal. Annoncé comme titre de cette édition, le lundi 31 octobre, l'École supérieure d'ingénierie d'architecture, de l'urbanisme en collaboration avec les autorités coutumières de Badjalan 1, quartier situé en commune 3 du district, ont organisé une journée de rencontre visant à parler des réalisations accomplies dans le cadre de ces activités de la Journée mondiale de l'habitant et du mois de solidarité. Compte rendu Issa Amaba et Moussa Samaki. Et retour à ces réalisations, l'École supérieure d'ingénierie d'architecture et de l'urbanisme et ses autres collaborateurs parlent de leurs actions généreuses durant le mois de solidarité en faveur des personnes vulnérables. Les étudiants de l'année dernière ont fait un diagnostic sur le quartier et ils ont identifié 3 femmes les plus âgées du quartier. Cette année, on a rapproché le chef du quartier en disant est-ce qu'on ne peut pas intervenir au niveau de ces 3 femmes en guise de solidarité. Désormais logées dans des maisons réaménagées, ces personnes du 3e âge bénéficiaires des actions de l'école reçoivent en ces jours d'autres remises symboliques. Nous avons eu à rénover la maison de la veuve nommée Rabat Kambo. Elle est âgée de 91 ans. On a eu à réparer les murs qui étaient grave fissurés dans sa maison parce qu'il y avait beaucoup de fissures sur les murs. Donc on a eu à les réparer, les trous qui étaient au sol parce que c'était difficile pour la mobilité. On a aussi eu à repeindre toute la maison après avoir rebouché tous les trous. À travers les fonds collectés auprès de ces étudiants et d'autres personnes, l'ESIO a pu secourir des personnes âgées au quartier de Badjalan. Tout d'abord, je remercie Dieu qui nous a montré ce jour. Cette rencontre vise à trouver des solutions aux problèmes quotidiens de nos populations, surtout en ce mois de solidarité célébré chaque année au Mali par le gouvernement. Il est destiné à aider les personnes vulnérables en donnant des habits, nourriture, etc. C'est une initiative bonne en la faisant auparavant sans grande difficulté, en donnant à des vieilles personnes du quartier des enveloppes symboliques et des colas. Mais cette année, avec la difficile situation économique du pays, nous sommes réunis avec les enfants, les associations des jeunes, femmes et conseils des quartiers afin d'apporter notre aide à 3 vieilles personnes du quartier. C'est dans ce cadre qu'on s'est réunis avec l'ESIO qui nous a donné l'idée, en plus du cola et de l'enveloppe, d'aménager les maisons de ces vieilles personnes afin de les aider à mieux s'épanouir. Profiter de ce mois généreux pour venir en aide aux personnes en besoin est un acte d'humanisme qui contribue au développement de la société. Le syndicat autonome de la magistrature SAM et le syndicat libre de la magistrature Suleiman ont, dans un communiqué ce jeudi 27 octobre 2022, annoncé qu'ils se désolidarisent de l'avant-projet portant de la nouvelle constitution. C'est là, tant que certains points qu'ils ont soulignés dans leur communiqué relatif au meilleur fonctionnement de la justice ne sont pas pris en compte. Pour plus de précisions sur cette recommandation proposée par les syndicats de la justice, écoutons Adi Sall, le président du syndicat libre de la magistrature. C'est avec Amneta Koumari et Moussa Samaki. La commission de rédaction de l'avant-projet a fait un travail important qui consacre certaines avancées majeures pour la paix et la stabilité dans notre pays. Cependant, nous, syndicats de magistrats, nous estimons que la commission, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte un aspect important dans une révision constitutionnelle. C'est-à-dire dans le processus de révision constitutionnelle, on ne doit jamais perdre de vue le fait que le socle même de la démocratie et de l'état de droit, c'est qu'il y a 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ces 3 pouvoirs-là sont considérés comme étant le socle même de la démocratie et de l'état de droit. Et s'il n'y a pas de velléité de la part du gouvernement
de contrôler l'Assemblée nationale, le Parlement. Il ne doit pas avoir de velléité pour tenter de contrôler le pouvoir judiciaire. Nous pensons qu'aucun pouvoir ne doit dominer, ne doit avoir une prédominance sur un autre pouvoir. Si on veut bien préserver l'état de droit. Parce que la domination d'un de ces pouvoirs-là par l'autre, c'est ce qui fait basculer vers la dictature. Donc, moi, j'invite vivement les membres de la commission de rédaction à ne pas perdre de vue cet aspect important dans un processus de révision constitutionnelle. Nous avons constaté que, en fait, les juges n'ont pas d'immunité comme les députés. Les députés ont une immunité qui les empêche, en tout cas, d'être traduits pendant une bonne partie de l'année, en tout cas dans des procédures classiques, par des procédures classiques. Or, le magistrat n'a pas d'immunité. Ça veut dire que le magistrat n'est pas au-dessus de la loi. Le magistrat a seulement ce qu'on appelle les privilèges de juridiction. Ça veut dire que ce n'est pas cette juridiction qui va vous juger, mais telle autre juridiction. Et cet avantage, les maires ont cet avantage. Les autres officiers de police judiciaire, qu'ils soient de la gendarmerie ou de la police nationale, ont ce même avantage. Nous demandons surtout à la commission de faire l'effort de toilettage. Et nous allons saisir qui de droit, en tout cas toutes les autorités qui vont intervenir dans ce processus d'élaboration, de mise en œuvre jusqu'au référendum. Nous allons faire comprendre à chacune de ces autorités qu'il y a des aspects de l'avant-projet de constitution relativement à la justice qui ne peuvent pas passer. Les résultats de la proclamation des orientations des élèves admis au diplôme DF fondamental qui était prévu pour le 20 octobre dernier sont désormais affichés ce mardi 1er novembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Pour besoin de vérification, les admis au DF peuvent se rendre dans les académies de leur ressort. Alors, bonne rentrée scolaire 2022-2023 aux nouveaux lycéens. Cérémonie des remises d'attestation, l'atelier Firdaou AS, après un dur labeur de formation avec les participants, décide de décerner les attestations de récompense avec ses formateurs sur différents domaines. La cérémonie officielle de remise s'est déroulée ce mercredi 2 novembre 2022 au siège de l'atelier à Badalabougou, Aminata Koumari et Moussa Samaki. Ils sont enfin prêts pour exercer le métier de leur choix. Pour absorber le chômage dans le pays, l'atelier Fidaus AS, avec gamme de formations variées, offre l'opportunité aux personnes qui n'ont pas fait longue étude ou même qui ont terminé les études mais qui souhaitent se former dans un domaine précis du métier en leur format. Cette initiative de l'atelier Fidaus AS, qui a déjà formé plusieurs jeunes, est saluée à juste titre par le maire de la commune 5. Le centre Firdaus est un centre partenaire de développement local. Donc à chaque occasion, le centre n'hésite pas à inviter la mairie pour prendre part à la sortie, en tout cas des élèves qui vont être certifiés aujourd'hui par rapport à des différents corps de métier, y compris la coupe-couture, la pâtisserie, les aînés, la coiffure, etc., même la science. Donc il y a plusieurs corps. À chaque fois, c'est des formations modulaires qui sortent à chaque fois. Nous sommes témoins de ce qui se passe ici en Commune 5. Donc nous profitons de votre micro pour remercier le centre Firdaus et puis la directrice Madame Balo Astance Mauro qui vraiment est très engagée aux côtés des filles et des femmes pour les préparer à l'avenir, au combat de la vie. Pour sa part, la promotrice de l'atelier Fidaus AS s'est dit joyeuse de voir qu'elle contribue à la lutte contre le chômage et au développement dans le pays à travers les différentes formations que son atelier propose aux citoyens. L'atelier Fidaus quand même, nous sommes là pour la formation
dans plusieurs secteurs. Moi, je suis professeur en coupe couture. Il y a maquillage, tatouage, henné traditionnel et plusieurs d'autres choses comme collier, pâtisserie, gâteau. Mais quand même, à l'atelier Firdaus, quand même, nous formons dans un délai bien déterminé. Par exemple, la coupe couture qui fait une durée de 8 mois. Sur 8 mois, nous pouvons former une personne qui, à la fin de la formation, serait à mesure de faire les tenues dames et hommes et enfants. Les formations proposées par l'atelier sont variées et se passent dans des délais bien précis. Je suis très heureuse, je suis très contente parce que la promotion, il y a beaucoup de promotions qui sont sorties, telles que le maquillage, la couture, henné traditionnel, tatouage, le roussoulon, la pâtisserie, ainsi de suite. Donc ils sont sortis à ce jour-ci et là, je suis très heureuse de les voir faire les défilés parce que j'ai su maintenant que la formation qu'elles ont appris en moins de 1 mois, donc elles ont pu avoir beaucoup d'expérience. Surtout la couture qui a fait une formation de 8 mois, qui nous ont montré leur création. Là quand même, quand on dit que quelqu'un peut coudre en 8 mois, les gens ont dit que c'est impossible. Et là on a vu la preuve qu'elles ont pu défiler. Et là franchement, avoir ça, je ne sais que dire. Ainsi, à travers ces formations, l'atelier Firdaus AS figure parmi les rares structures qui luttent contre le chômage et militent pour l'employabilité des jeunes. À présent, l'actualité internationale qui nous amène au Centrafrique avec la condamnation de 3 membres d'un groupe armé en Afrique du Sud. Avec l'augmentation des meurtres de femmes de plus de 50% et en République démocratique du Congo, dont des milliers de personnes ont manifesté contre le Rwanda. C'est commenté par Nafissatou Berti. En Centrafrique, 3 membres d'un groupe armé ont été condamnés à des peines allant de 20 ans de prison à la perpétuité pour, je cite, crime contre l'humanité et un premier verdict de la Cour pénale spéciale CPS chargée d'enquêter sur les atrocités commises dans ce pays en guerre civile depuis 9 ans. Issa Salet Adoum, Ousmane Yaouba et Tahir Mahamat, membres d'un des plus puissants groupes armés qui terrorisent les populations depuis des années, les 3 R, retour, réclamation et réhabilitation, sont accusés du massacre de 46 civils dans les villages de Kundjili et Lemuna, nord-est, le 21 mai 2019, ont notamment été reconnus coupables de meurtres, actes inhumains et de traitements humiliants et dégradants. Le premier a été condamné à la perpétuité et les 2 autres accusés à 20 ans de réclusion pour, je cite, crime contre l'humanité et crime de guerre. M. Salet Adoum a également été reconnu coupable en sa qualité de chef militaire des viols commis par ses subordonnés, précise le communiqué de la CPS. En Afrique du Sud, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a qualifié d'horreur mardi 1er novembre à Johannesburg les meurtres de femmes dans le pays en annonçant que ces crimes ont augmenté de plus de 50% en début d'année 2022. Selon le président, qui s'exprimait lors d'une conférence sur les violences liées au genre, en Afrique du Sud, les féminicides ont connu une augmentation de 52% au cours des 3 premiers mois de l'année 2022, tandis que les infanticides ont bondi de 46% comparé à la même période en 2021. En République démocratique du Congo, plusieurs milliers de Congolais en colère ont manifesté lundi à Goma, dans l'est du pays, contre le Rwanda, accusé par Kinshasa de soutenir les rebelles du M23 qui ne font que gagner du terrain dans l'est du pays. En moins d'une semaine, le territoire contrôlé par le M23 a presque doublé, a tweeté en fin de journée le baromètre sécuritaire de Kivu, KST, qui dispose d'experts dans la région. Les rebelles ont continué le lundi leur progression vers le nord, tandis que les forces armées de la RDC FARDC, selon le KST, sont concentrées plus au sud pour leur barrer la route de Goma, ville de plus d'1 million d'habitants, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Selon l'ONU, les combats entre les FARDC et le M23 ont déplacé depuis le 20 octobre quelques 50 000 personnes, dont 12 000 ont trouvé refuge en Ouganda. Dans la matinée, une foule de manifestants, dont des centaines de motards, certains armés de bâtons et de pierres, a envahi les rues de Goma.
où l'activité économique était paralysée. Les manifestants se sont dirigés vers la Grande Barrière, un poste frontière entre la RDC et le Rwanda, avant d'être dispersés par la police congolaise à coups de gaz lacrymogène. Mesdames et messieurs, place à la page Connais-tu ton pays? Le saviez-vous? Aujourd'hui, nous allons vous parler de la Zambie. La Zambie, en Afrique australe, est un pays enclavé, composé de terres sauvages et d'une faune diversifiée, avec de nombreux parcs, de zones de safari. À la frontière avec le Zimbabwe se trouvent les célèbres chutes Victoria. Sa population est estimée à 16 millions d'habitants en 2017. République démocratique, sa capitale est Lusaka. Son nom provient du fleuve Zambèze. Le président actuel de Zambie est Hakainde Hichilema. Sa superficie totale est de 752 614 km². Sa fête nationale est le 24 octobre 1964. Sa monnaie est le Kwacha zambien. Son indicatif téléphonique est plus 260. Sa devise en anglais, une Zambie, une nation, une Zambia, une nation. La langue officielle de la Zambie est l'anglais. Plus de 70 langues Bantou sont parlées dans le pays, parmi lesquelles les plus importantes sont le Bamba, le Kaoud, le Lozi, le Lunda, le Luval, le Nisanga, le Nyanza et le Tonga. Plus de 97% de la population est chrétienne, 67% de la population est protestante et 21% de la population est catholique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Tazuri TV, la télé autrement.